Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes en live. Désolé de vous avoir abandonné pendant 2 émissions. Vous étiez accompagné de mon cher remplaçant. Je crois qu'il a fait un très bon taf. Vous étiez présent d'ailleurs sur une des émissions. C'est toi, Mathias. Ouais, il y a 2 émissions. Première émission de Théo. Et alors, tu peux témoigner, il a fait du bon travail. Franchement, c'est du très très bon travail que nous a fait Théo pour une première émission. Exceptionnel. Et bah écoute, je le remercie encore une fois de m'avoir remplacé. Et ce soir, autour du plateau, je vais présenter l'équipe. Nous avons de nouvelles têtes. Paul, bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Tu te sens bien sur le plateau ? Oh ouais, toujours bien ici. Ah bah toujours bien, tu vas voir, c'est un très bel exercice. Nous avons Agathe. Agathe, tu as un score à maintenir. Hein. Oui, je suis de retour et j'espère bien remonter un peu la pente. J'ai fait une petite absence, mais je vais revenir en force. T'inquiète pas, j'espère, vous le verrez à la fin. Je fais toujours un peu de teasing comme ça pour laisser les gens sur l'émission. À la fin de l'émission, vous le verrez pour le quiz de l'actu. Si Agathe remonte sur le podium ou pas, parce que tu es descendue là. Par contre, oui, je m'excuse. Parce que j'étais pas là. J'ai marqué 3 points la dernière fois. Tu as laissé les autres prendre de l'avance, c'est ça ? C'est pour ça. C'est pour ça. Nous avons aussi Nathan, bonjour. Bonsoir à tous, ça va parfaitement, merci. Comment tu te sens bien ? Parfait. Toujours, c'est ma première aujourd'hui. Excité un peu ? Ah, complètement, oui. Eh ben, vous allez pouvoir commencer rapidement. Et puis, Mathias, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Pareil, pas stressé, non, on ça sent va bien. C'est ça. Pas besoin de stresser. On vous accueille avec grand plaisir autour de notre émission. Je fais toujours un petit résumé si vous êtes nouveau. Alors, en début de l'émission, on va résumer l'actualité de la semaine. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes tous venus avec une info et vous allez nous la partager. Ensuite, on a un débat. Aujourd'hui, on va parler de la fin de vie en France parce que c'est la fin de la Convention citoyenne. On va essayer de donner de la matière à vous, les viewers, pour que vous puissiez vous faire un avis. Et puis, en fin d'émission, ce que vous attendez tous, le chat et puis vous autour du plateau, le quiz pour marquer des points et être dans la compétition de cette année. On commence ? Allez. C'est parti, Alors, qui est chaud pour commencer ? N'importe qui, hein. Aïe, aïe, aïe. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Ah. D'accord. Merci. Vu que je suis la seule à cette table. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de science, de médecine. Je vais vous parler du 3e patient qui a été définitivement guéri du VIH. Donc déjà, avant de vraiment parler pourquoi il a été guéri, il faut bien faire une distinction. Je préfère quand même toujours faire une distinction parce qu'on dit quand on a le VIH, on a directement le sida. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, on contracte le virus du VIH qui va affaiblir en fait notre système immunitaire et faire justement que si on traite pas, on prend pas des traitements pour lutter en fait contre cet affaiblissement de notre système immunitaire, et ben c'est justement là que le virus il peut évoluer en sida. Voilà. Et le sida, on ne meurt pas du sida. Le sida, c'est l'état dans lequel on est. Voilà. Le VIH, c'est juste le virus qu'on a contracté. C'est ça. Et on ne meurt pas du sida. On meurt, par exemple, d'une pneumonie ou quoi. Mais vu que notre système est déjà affaibli par le sida, on va mourir d'une maladie, mais parce qu'on a le sida. Voilà. En fait, le VIH, c'est juste quelque chose qui tue ton système immunitaire et qui peut laisser la place à tous les dangers. Voilà. En fait. Et c'est ça, en fait, qu'on attrape soit sexuellement ou soit avec le sang, contamination du sang, etc. Donc, c'est important de faire un petit rappel, je pense, au début, pour bien faire la distinction. Donc là, moi, je vais vous parler du 3e patient qui a été guéri du VIH. Donc, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'il a arrêté son traitement pour le VIH et qu'il n'a pas eu de rechute, donc il est complètement rétabli. Donc, c'est le patient de Düsseldorf. En fait, à chaque fois, ils donnent des noms pour leurs patients. Il y avait le patient de Berlin, il y avait le patient de Londres et le patient de Düsseldorf. Et ils ont été soignés dans le cadre d'une greffe de moelle osseuse, mais pas par rapport... En fait, ils n'étaient pas soignés par rapport au sida. C'est-à-dire que les 3 patients, ils avaient tous des maladies hématologiques, c'est-à-dire des maladies liées au sang. Par exemple, là, pour le 3e patient, il avait une leucémie. Donc, c'est le cancer du sang, en fait. Et donc, en fait, il a été soigné dans ce cadre-là. Et en fait, le bout de moelle osseuse qu'on a prélevé du donneur, dans ce bout de moelle osseuse, en fait, il y a une sorte de mutation génétique qui, en fait, est résistante au virus du VIH. Donc, ça fait qu'une fois l'opération est très dangereuse, hein, comme toutes les greffes, bien évidemment. Donc, c'est une opération à risque qui n'est pas forcément conseillée pour tout le monde. Mais là, c'est dans des cas bien précis. Enfin, une leucémie, on peut en mourir, c'est très grave. Donc, justement, ce bout qui a été prélevé et implanté dans le receveur, elle a fait que le receveur, il a pu, en fait, développer cette mutation, en quelque sorte, qui, justement, est résistante au VIH. Donc, c'est pour ça, il a été opéré en 2013. Jusqu'en 2018,
On l'a suivi de près, etc., pour voir comment ça se passait. Et depuis 2018, on lui a dit un peu en quelque sorte, faites votre vie, voilà. Et on s'est aperçu, donc aujourd'hui en 2023, qu'il n'avait plus du tout besoin de prendre son traitement. Donc ça veut dire qu'il était complètement, définitivement guéri du VIH, parce que quand on a le VIH, on prend des antirétroviraux. Voilà. Mais c'est quand même le traitement qu'il a pris avant qui l'a aidé justement à se sortir... Oui. En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, il prenait autant des traitements du coup pour son cancer, pour sa leucémie, et aussi il avait du coup des antirétroviraux. Donc ça, c'est le traitement en fait qu'on a quand on contracte le VIH. Et justement, depuis donc 2013, depuis son opération, il prend plus d'antirétroviraux et son système n'est plus du tout affaibli. Il s'est parfaitement remis grâce à cette mutation génétique donnée par le donneur. Sauf qu'aussi, il faut préciser que donc, cette opération, du coup, elle est disponible. Elle est possible que pour les malades hématologiques, donc que pour les gens du sang. Donc déjà, c'est pas pour toutes les personnes qui ont contracté le VIH, c'est pas possible pour tout le monde. En plus, elle est très risquée, donc les médecins, ils veulent pas forcément privilégier, même pour par exemple tous les gens atteints de leucémie, cette opération. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a eu que 3 patients. Donc, ils préfèrent prendre leur garde et essayer de trouver un autre traitement universel en quelque sorte. Et surtout, il n'y a que 1% de donneurs. Oui. Donc finalement, c'est une très bonne nouvelle quand même parce qu'il y a une 3e personne qui a guéri de VIH. Mais ça reste assez exceptionnel parce que c'est des opérations difficiles, particulières parce qu'elles sont destinées à des personnes qui sont sujettes... qui ont des maladies hématologiques par rapport au sang. Mais en tout cas pour cette personne ça a marché et c'est une bonne nouvelle. Mais ça concerne Oui, voilà, en fait c'est particulier. Après que ce soit au niveau des malades ou même au niveau des chercheurs, c'est quand même une grande avancée parce que c'est la 3e personne et ils essayent de voir si on peut pas en fait avec ce bout de moelle osseuse. Mais après, comme j'ai dit, il y a que 1% des donneurs qui ont en fait cette mutation génétique résistante. Donc ça aussi il y a le facteur rare qui rentre en compte aussi. Mais justement... Et puis il faut savoir que le don de moelle osseuse, c'est très particulier. C'est pas comme le don de sang où vous avez vos groupes sanguins et si vous correspondez au groupe sanguin, vous pouvez être receveur ou donneur. La moelle osseuse, c'est comme ça fonctionne sur le génétique. Vous avez 0,1% de chance d'être compatible avec un donneur qu'un donneur et un receveur soient compatibles. C'est pour ça que c'est que la 3e personne aussi, et pourtant son opération a été faite en 2013, donc c'est hyper compliqué. Et oui, non. C'est par rapport à ça, c'est une avancée, mais on peut pas le privilégier. Donc en résumé, c'est une très belle nouvelle. Une avancée aussi, mais qui ne peut pas être encore utilisée comme méthode définitive, surtout qu'elle peut marcher que sur des personnes qui sont atteintes d'une maladie du sang. Mais là, en fait, ce qu'ils sont sûrs, c'est que du coup, ce bout de moelle osseuse résistante, ça pourrait, on va dire, être compatible avec les malades du VIH. Mais bon, après, voilà, comme on a dit, c'est tellement rare ce petit bout de moelle osseuse que pour trouver déjà des donneurs, etc., c'est très compliqué. Donc, c'est une petite avancée. Ça donne une petite lueur d'espoir pour tout le monde pour dire qu'on avance quand même parce que depuis 40 ans, en fait, depuis qu'on parle du VIH... Et puis, ça donne aussi des pistes de recherche. Oui, voilà, c'est ça. Parce que comme les chercheurs savent que cette technique marche, ils vont plus se concentrer sur ces techniques pour trouver des alternatives aux dons de moelle osseuse et garder le même modèle en fait, c'est-à-dire la compatibilité génétique, etc. Donc c'est une piste pour les chercheurs à voir si on peut faire par exemple de la moelle osseuse artificielle. Ouais. Ça pourrait être une avancée. Ça, je pense que ça va être un petit peu l'objectif dans les prochaines années, voir comment on pourrait faire. Après, il y aura sûrement d'autres... là, il y a toujours d'autres traitements parce que j'ai écouté plusieurs interviews de scientifiques qui disent qu'ils vont quand même chercher à trouver un autre traitement parce que ça, c'est très... en fait, c'est un peu... C'est compatible qu'avec un nombre très restreint. Mais donc, oui, c'est quand même... Je sais que j'ai vu que les malades, il y a un petit peu du positif dans le sens où voilà, les recherches continuent, il y a de nouvelles expérimentations en quelque sorte. Voilà. Écoute, merci Agathe pour cette info, de nous avoir très bien expliqué ce que c'était le VIH et puis comment ce patient a pu guérir de VIH parce que c'est pas un sujet assez simple. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions surtout, à lui poser. J'ai vu, il y avait 170 000 personnes, un peu plus de 170 000 personnes en France qui étaient concernées. Donc ça fait quand même... c'est une maladie quand même qui touche beaucoup de monde, quoi. Donc voilà, c'est important d'en parler. Je suis désolé, priorité au direct, je suis obligé de le dire. But de la Juventus. Désolé Mathias.
Pour ceux qui ne comprennent pas, ici on a un fan, tu peux le dire. Hein. Ouais, grand supporter de l'Ogre Nantais, le grand FC Nantes. Et oh là là, ce que tu viens de m'apprendre, ça me bouleverse. Je suis désolé. Si tôt dans le match. On va pas s'en remettre. Hein. Et tu vois, on nous dit dans le chat, ce patient a gagné l'euro-million, en gros. C'est vrai qu'en termes de chance, c'est ça. Et là, plus de traitement. On lui souhaite une belle vie dans le chat. Et on vous salue aussi tous autour du plateau. Avec qui on continue ? Et c'est parti. Moi, je veux bien. Un de vous deux, de toute façon, Mathias n'est pas prêt là. Non, là, moi, il faut que je m'en remette de mes émotions. Parce que de ses émotions. Je me lance. Nathan, vas-y. Allez, Nathan, vas-y. Explique-nous, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Et si on parlait de cinéma, on va parler du nouveau film de Steven Spielberg, The Fabelmans. Donc, ce nouveau film de Spielberg qui vient de sortir ce mercredi en salle, c'est un carton plein, donc vraiment, faut en parler. Cette fiction de 2h31, c'est vraiment un véritable hommage au cinéma à l'ancienne. Et ça retrace donc la biographie du célèbre réalisateur Steven Spielberg. Donc le film, c'est une autobiographie du cinéaste dans laquelle donc on découvre sa vocation pour le cinéma donc depuis l'enfance. Il a une famille assez particulière vu que ses parents sont divorcés et depuis son jeune âge vraiment il baigne dans le milieu du cinéma. Et donc l'intrigue, c'est vraiment comment Spielberg est tombé amoureux du cinéma jusqu'à en faire sa vie. Donc au dernier Golden Globes en février, le film a été élu donc meilleur film et meilleur réalisateur pour vraiment ce chef-d'œuvre, je pense. Il est noté 7.6 sur la plateforme américaine très critique IMDb et Allociné, vous savez, ils viennent de le noter à 4.9 sur 5. Oui, et justement à Allociné, j'ai vu sa critique, ils expliquaient que c'était un des meilleurs films depuis ces 25 dernières années. Ah ouais, ça... Donc très adulé par la critique en tout cas. Oui. Complètement. Donc, du coup, c'est assez fou quand même les chiffres et les critiques qui sont complètement unanimes sur le film. Et c'est donc, je pense que c'est un succès assuré parce que déjà, c'est Steven Spielberg. C'est un réalisateur comme hors du commun. On lui doit donc des films assez cultes comme Indiana Jones, E.T., Ready Player One ou encore Les Dents de la Mer, donc que des films cultes. Mais aussi pour l'originalité du film, qui quand même, on n'a pas vu beaucoup de films comme ça, autobiographiques, sur un réalisateur. Donc c'est vraiment un thème assez hors du Souvent, les biopics sont faits par d'autres réalisateurs sur des personnalités connues, mais rarement sur soi-même en fait. Ouais, c'est ça, là, c'est autobiographique. J'ai jamais vu de film comme ça. Alors, évidemment, ça doit exister, mais pour un aussi grand réalisateur, c'est sûr que c'est une première. Non. Complètement. Ouais. Donc en tout cas, le film, c'est vraiment une déclaration d'amour pour le cinéma à l'ancienne, et il est fait vraiment pour le grand écran, ce film. Donc si vous y allez, vous serez vraiment, à mon avis, choqué à l'image. Et on a eu très peu d'autobiographies de qualité comme ça au cinéma, donc je pense vraiment que ça va être un régal. Toi, tu as hâte de le voir, tu vas le voir ? Ah, je vais aller le voir cette semaine, je suis déjà allé voir Babylone, et là on enchaîne avec un autre film de grande classe. Et j'ai l'impression que justement ce sujet du cinéma dans le cinéma, c'est un peu ce qui revient en ce moment au cinéma. Ça ressort pas mal, ouais. On a Babylone, on a aussi, donc, tu en parlais, The Fabelmans, et donc on a beaucoup, je suis en train de réfléchir, mais on a Once Upon a Time in Hollywood qui est sorti il y a 4 ans, on se reprend donc c'est assez récent quand même. Donc en soi, cette introspection, c'est un peu un thème qui va revenir. Vous pensez qu'on va avoir d'autres sujets comme ça dans l'année, enfin d'autres films qui pourraient parler du cinéma ? Parce que ça marche bien en plus. Ouais. On va avoir d'autres formats longs comme ça qui se plongent dans des histoires. Là, le film il dure 2h31. Il traite vraiment de l'amour pour le cinéma. 2h31, c'est long. C'est une belle séance quand même. C'est costaud. Mais c'est sûr qu'à mon avis, cette année, on va vraiment se régaler. Il y a des films comme Oppenheimer, qui est très attendu. C'est un film sur l'inventeur de la bombe atomique que j'attends de tout cœur, avec notamment Cillian Murphy, qui joue dans Peaky Blinders, que j'ai hâte de revoir. Et le dernier film donc, qui a été réalisé par Spielberg, c'est normalement, je crois, le remake de West Side Story. Exactement, c'est ça. Et après, avant, tu avais Ready Player One, qui a lui, par contre, été... C'était une vraie création de sa part. Et bon, un chef-d'œuvre pour le coup. C'est le cas de le dire, ouais. C'est aujourd'hui ce qu'on utilise pour illustrer le métaverse et dans l'actualité pour le coup. C'est ça. Dans le chat, on nous dit The Fabelmans, c'est un sacré film. Il va tout casser aux Oscars, c'est vrai. On va attendre les récompenses. Tu penses qu'il y aura des belles récompenses aux Oscars pour ce film-là ? Je pense qu'il peut vraiment être en lice pour le meilleur film parce que c'est quand même un registre assez fou et les images sont exceptionnelles. Et parce qu'on a aussi quand même d'autres gros films pour les Oscars cette année. Babylone, du coup, qui est sorti en début d'année. Et qui a déjà été récompensé. Avatar. Il a été récompensé déjà, Babylone, plus au Golden Babylone, Globes. Il a été au Golden Globes, mais pas encore aux Oscars parce que c'est pas la même période. Mais non, mais il est déjà, été on nous dit aussi Astérix Obélix, également grosse référence dans les sorties récentes.
Je suis pas sûr de cette mitigé. info. Doucement. Info chat pour le coup sur cette info. Ouais, non, Astérix et Obélix, bon, on peut pas rivaliser un film français, même s'il a été à gros budget par rapport à des films américains. Puis il y a surtout quand même un réalisés beau par casting. Spielberg. Oui, il y a quand même un beau casting. On nous dit aussi, il a pourtant flop aux États-Unis lorsqu'il est sorti. Oui, Babylone, ouais. Babylone, c'est vrai. Oui, il n'a pas du tout fonctionné aux États-Unis. Le film est en gros déficit. Il a coûté énormément d'argent. J'avais vu 80 millions pour le film, plus 80 millions de marketing. Et en fait, le film n'a pas du tout fonctionné aux États-Unis parce que c'était un peu dans la continuité d'Avatar. Et il n'a pas été du tout perçu comme en Europe. Le film, c'est un plus gros succès en Europe. Aux États-Unis, ça n'a vraiment pas fonctionné. Surtout que le producteur, c'est Brad Pitt pour le film, donc c'est lui qui va passer à la caisse là. Non, Et c'est donc- Damien Chazelle. Ah, le producteur, Le oui. producteur. Oui. Et donc, mais pourquoi, à votre avis, Babylone n'a pas tellement fonctionné? Et vous pensez que ça va faire la même chose avec The Fabelmans? Non, moi Je pense pas, parce que en fait, le monde du cinéma en ce moment, il est vraiment en hausse en France, parce que là, il y a 41% de personnes de plus qui reviennent dans les salles comparé à l'année dernière. Mais franchement, je pense que le film a du potentiel. Alors, Ambre, qui avait écrit qu'il avait flop aux États-Unis, parlait aussi de The Fabelmans. Alors, c'est vrai qu'il a été moins apprécié aux États-Unis, mais pas autant quand même que l'échec de Babylone aux États-Unis. On nous explique, par exemple, Babylone est un peu surcoté, Caroufik, pardon, je prononce mal les pseudos. Donc, Babylone est assez snobé, il n'est pas nommé pour le meilleur film, malheureusement. Ça, c'est dommage. Franchement, c'est un grand regret quand même. On verra en tout cas comment ça va évoluer. Excusez-moi. J'ai un peu la gorge enrouée. Ah, c'est la saison. Pas nous Coucou à contaminer. Paul de la part de Yann. C'est un ami à Yann te moi. salue. Ah bah, Eh ben, Salut, le écoutez, chef. Voilà, Big up, lui, un Yann, hein. petit coucou. sympa d'avoir soumé sur moi pendant que je tousse. Merci beaucoup. On a une super régie qui nous soutient même quand on est malade ici. On continue l'émission pour éviter que je décède sur le plateau et que vous me voyez en gros plan comme ça. Qui est prêt à reprendre eh ben, le moi je veux flambeau? bien. Allez, vas-y, Paul. On te laisse Donc moi encore je vais un peu vous pleurer, parler Mathias. de Netflix et de la fin du binge watching. Donc Netflix depuis de nombreuses années a le monopole en fait sur les pratiques du streaming et donc c'est eux qui ont commencé à mettre en place tout simplement la mise en ligne de tous les épisodes d'une série et d'une saison. Donc ils ont commencé en 2013 avec House of Cards qui compte aujourd'hui 6 saisons et c'est révolutionnaire pour les abonnés parce que c'est du jamais vu. Avant c'était chaque semaine un épisode voire 2. Donc ça amène à la création du binge watching. Est-ce que vous savez ce que c'est un peu le binge watching dans les grandes Alors, en me renseignant tout à l'heure et en parlant avec vous, oui, mais tu peux l'expliquer directement au chat. Donc le binge watching en fait c'est le fait de regarder tous les épisodes d'une série d'un seul coup, c'est voilà, en un seul bloc. Et donc c'est un modèle qui a été à la fois décrié par certains abonnés mais applaudi par d'autres parce qu'ils avaient un peu la flemme d'attendre les épisodes chaque Évidemment. semaine. Donc ça a profité aux concurrents qui ont commencé à adopter cette pratique, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, tout ça, ils ont commencé vraiment à adopter cette pratique. Et donc Netflix a perdu Donc en fait ils ont adopté la pratique de sortir des épisodes, de sortir tout d'un coup. de sortir tout d'un coup, comme Netflix le faisait. Exactement. Donc ça a fait un peu l'ombre à Netflix, ils ont perdu un peu ce monopole et ils ont également aussi perdu des abonnés, on le sait avec le partage de comptes et aussi parce que il y avait certaines pratiques de visionnage de certains abonnés qui payaient seulement un seul mois pour regarder la série, donc ils binge-watchaient leur série et après ils résiliaient leur contrat. Et donc ça a amené à la perte de 1 million d'abonnés en 2022 au premier trimestre. Et donc, c'est forcément une perte colossale d'argent pour cette entreprise. Oui, parce Et que donc- même si Netflix reste le leader quand même parmi les plateformes de streaming, elle est plutôt en échec en ce moment. Elle perd Exactement. beaucoup d'abonnés, donc Ouais, elle est c'est en ça. train de chercher des stratégies. On a déjà vu la hausse des tarifs, Ouais. des nouveaux abonnements qui sont proposés, notamment des abonnements avec des pubs. On en a parlé d'ailleurs Ouais, les sur ce plateau publicités. dans d'autres Ça, émissions. c'est vrai. Et là, c'est le binge watching. Elle veut Qui un va- peu ouais. changer son système. Exactement. Et donc, en fait, cette perte d'abonnés-là, c'était jamais arrivé à Netflix, tout simplement. Et donc, pour remédier à ça, ils ont changé cette politique de visionnage des séries. Et donc, ils ont divisé les séries, enfin les saisons du moins, en 2 blocs. Admettons que la 3e saison de Lupin soit 10 épisodes. Ils vont publier les 5 premiers D'accord. à une certaine date et puis un mois après ils vont publier la 2e partie et donc ça permet en fait d'éviter que les abonnés ne payent qu'un seul mois pour regarder. Ils sont obligés de payer un second mois pour pouvoir voir la fin de leur série. Donc ça permet de fidéliser les clients
et donc d'éviter donc cette perte massive d'argent. Oui, bien sûr. Mais en fait, Netflix est vraiment en train de chercher des stratégies pour rattraper un peu ses abonnés qui fuient sa plateforme parce qu'ils voient que derrière, Exactement. il y a des géants qui commencent à proposer en plus du gros contenu. Et bah, On a Prime Video. c'est le cas, ouais. J'allais y venir, simplement, tu me fais une super passe décisive. Parfait. Donc Amazon Prime Video avec The Last of Us qui, eux, ont un peu copié ce que fait Netflix, mais diffusent un épisode par semaine. Et donc ça suscite l'intrigue, l'impatience des abonnés, tout simplement. Et donc c'est ce qui fonctionne en ce moment. Mais voilà, il y a des avis différents, comme on a pu le voir. Par exemple, il y avait des tweets sur Twitter et qui étaient assez partagés, avec des gens qui préféraient, par exemple, avoir donc leurs épisodes d'un seul coup. Et puis on a par exemple ici Polo qui dit un épisode par semaine c'est pénible et moi je finis par lâcher la série, donc peut-être en lien avec The Last of Us. Et donc lui il préfère la méthode de Netflix avec les 4 ou 6 épisodes en blocs différents. Mais je sais pas vous, mais moi je préfère binge-watcher mes séries quand même. Alors, ça, de toute façon, on peut quand même binge-watcher, comme tu disais, des séries, par exemple The Last of Us qui sort un seul épisode par semaine. Si on attend la fin de la sortie de tous les épisodes, on a juste à se prendre un abonnement gratuit de 30 jours, regarder toute la série et puis se résilier son abonnement une fois qu'on a terminé. Donc sûr. Est-ce que cette stratégie de Netflix elle va vraiment marcher ? Je pense que oui. Je pense simplement que oui, parce que comme je l'ai dit, ça suscite un peu l'impatience, tout ça. Après, c'est beaucoup décrié aussi parce que le fait de séparer un peu l'histoire en deux, on peut peut-être pas forcément se souvenir de l'épisode 5 pour après avoir l'épisode 6 un mois après. Oui. Donc c'est une perte un peu de temps aussi parce que l'abonné doit revisionner l'épisode 5 pour se remettre un peu dans l'histoire tout simplement. Alors après, il y a quand même des plateformes qui font des résumés au début des séries. Ça c'est vrai, Netflix le fait parfois. Et ça fonctionne plutôt bien, ça porte ses fruits parce que Netflix a repris un peu du galon, quoi. Ils ont réussi un peu à... Et alors là on nous dit dans le chat, Netflix sort un épisode aussi par semaine en fonction des séries, ça fait durer le plaisir. Ils le font quand même sur certaines séries du coup cette méthode. Et là par exemple il y a la saison 4 de You qui est sortie et donc ils ont publié directement les premiers épisodes puis ils vont mettre les prochains dans quelques semaines. Le 9 mars je crois. Ils ont mis un mois d'intervalle 9 Voilà c'est ça. Donc c'est compliqué peut-être à voir pour eux en tout cas avec les chiffres si cette stratégie va réellement marcher. En tout cas ça a fonctionné pour Stranger Things, La Casa de Papel, enfin voilà c'est des gros oui bien sûr après ça c'est des grosses signatures de c'est ça. Et puis ça je crois que c'était prévu hein. Oui. Je crois que par exemple La Casa de Papel la dernière saison elle était vraiment le producteur il avait prévu de la séparer en 2 parties bien distinctes. C'est ça exactement. Et j'en profite pour lire un peu le chat. The Last of Us élu meilleure série de l'année puisque depuis tout à l'heure exceptionnel. C'est vrai, moi je la regarde aussi et je suis je ne l'ai pas vu. Ravi de cette série, même si j'ai joué le jeu et que le dernier épisode, on fera un débat parallèle sur The Last of Us si vous voulez. On nous dit aussi, on regarde des séries entières en 1 ou 2 fois, donc tu vois, c'est ce qu'on disait en soi, le big watching, ça profite à pas mal de monde aussi. Ouais. Donc c'est un peu 50-50. On a des personnes qui préfèrent attendre chaque semaine son épisode, un peu comme un feuilleton à la télé, ou alors regarder d'un seul bloc, d'une seule traite, une série entière, se faire un gros marathon. Ouais. Donc voilà, les avis sont assez partagés à ce sujet. Excusez-moi les amis, 2-0 pour Nantes. Pour la Juve. J'osais pas l'annoncer depuis tout à l'heure. Nantes va se faire éliminer. Mais tu lui dis ça alors que ça va être sa chronique. Depuis tout à l'heure, je suis sur le plateau, je me contiens. Je peux pas enchaîner. On va continuer. Et en plus, c'est toi qui dois faire ton info. Donc je t'explique un peu la situation. 2-0 pour Nantes. But annulé, mais carton rouge et maintenant 2-0. Carton rouge pour Nantes. Pour Nantes. Qu'ils ont fait Nantes. Ça s'annonce compliqué. Nantes cool, courage Mathias, on te soutient en tout cas. Non, c'est pas grave. Je vais me vider la tête avec ma chronique et on va passer à autre chose. Bravo. Je pense que d'ici la fin du Twitch, on est à 4-0. Nantes cool, pas Nathan, pardon. Courage Mathias. C'est pas grave. Par contre, on te dit qu'il faudrait que tu joues dans Spielberg. C'est vrai ? Oui, dans le chat, on t'invite à jouer dans un film de Spielberg. C'est vrai ? Merci beaucoup.
Est-ce que tu te sens Ouais, dans allez, cette allez, chronique je vais me prendre en main, c'est pas grave, on Reprends-toi va. en C'est main. parti. On y croit, On va nous, passer autour outre. du plateau, on est tous prêts à On te t'écouter. soutient. Et Allez. on t'informera pas s'il y a un troisième Voilà, but. s'il vous plaît. En juste- tout cas, s'il y a un but de Nantes, ça pourra te Ah oui, redonner non, là, but de de la Nantes, force. je préfère qu'on me dise parce que bon, j'y crois pas du coup avec le carton rouge, mais c'est pas grave. Ah, voilà. Bon, du coup, on va parler sport, Jeux Olympiques et billets. Donc, c'est pour ça, tous les passionnés enfin des Jeux Olympiques ont pu enfin acquérir leurs billets pour assister aux Jeux Olympiques donc, qui se dérouleront l'été prochain, en juillet-août 2024. Alors, pourquoi un tirage au sort? Parce que la demande était telle. On parle de quand même de plus de 3 millions de personnes qui se sont inscrites pour ce tirage au sort. Bien sûr, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de la place à accueillir pour tout le monde. Il n'y a pas assez de discipline. Donc, on a organisé ce tirage au sort, tout simplement. Et c'est un peu plus de 100 000 personnes qui ont été tirées au sort entre le 1er et le 13 février pour acquérir les premières places. 100 000 pour toutes les épreuves. C'est ça. Alors, cette façon de faire elle sera en deux temps. On commence d'abord donc, avec ce premier tirage au sort qui inclut tous les packs de disciplines. Donc, D'accord. un pack, ça veut dire que je vais prendre 3 places pour de l'escalade, 3 places pour de l'escrime et 3 places pour Ok. de l'athlétisme, par exemple. Et après, dans l'athlétisme, l'escrime, etc., on C'est peut ça. choisir plus précisément Je pense parce ça. qu'après, il y a quand même plusieurs catégories Oui, oui, en fonction des complètement. sports, par exemple l'escalade, vitesse, etc. C'est ça, bien sûr, bien sûr. On choisit sa discipline et donc la spécificité de sa discipline. Alors, comment ça marche? On peut prendre 3 disciplines maximum avec 6 places par discipline maximum. Donc, au maximum à la fin de cette première session, on peut repartir avec 18 places en Ok. tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais ça fait un peu grincer des dents parce que justement, après, il y aura cette deuxième vague qui concernera que les billets individuels. Donc là, on sera plus obligé de prendre escrime avec escalade et athlétisme, Oui. par exemple. Si on veut voir que de l'athlétisme, on pourra prendre des billets que sur l'athlétisme. Et donc pareil, ça se fera de la manière suivante. Pareil, 3 disciplines maximum, avec par discipline 6 billets maximum. Donc avec un peu de chance, si on est tiré au sort, donc là pour cette première session et pour les billets individuels, on pourra sortir avec 6 disciplines, avec 6 billets maximum, donc 36, et on pourra aller voir 36 disciplines maximum. 36 disciplines, donc 36 billets pour une personne. Maximum, ouais, c'est ça. Ça fait quand même pas mal de Ouais, c'est- billets. Ça fait pas mal de billets et c'est Profite aussi bien. pas mal d'argent parce que en fait justement le soulagement de enfin pouvoir prendre ses billets il a été nuancé avec la déception quand les prix des billets ont été Ça a été affichés, révélé, oui. voilà, exorbitants, honteux limite. On voit des témoignages l'équipe le témoignage de l'équipe où on disait quelqu'un qui voulait aller voir de l'athlétisme au Stade de France, c'était plus de 670 €. Donc quelqu'un qui a été tiré au sort, qui était content de pouvoir Une aller voir. épreuve. Voilà, Une c'est épreuve, ça. 670 On peut voir €. derrière C'est hein, pas possible. Oh là là. des prix exorbitants. Donc c'est vraiment ça contraste avec la fête que doivent être normalement les Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment très dommage. Oui, là, par exemple, 6 billets, comme tu le disais, C'est ça. on a une facture à 1270 €. Ouais. C'est toujours moins cher qu'un iPhone, mais ça fait Un quand même. salaire. Mais c'est ça fait surtout quand c'est même- dommage parce qu'il C'est n'y a un pas tout salaire. le monde qui peut se permettre. C'est ça. Et puis les jeux étaient à la base accessibles à tous d'après. C'est ça. Oui, Ouais. c'est ce qui avait été annoncé avant Ouais, je vais l'ouverture de revenir la après, billetterie. c'est ça. C'est ça. Et donc d'un côté, on a toutes les personnes qui comptent pas et qui pour eux les JO c'est un peu comme une religion. Ils attendent ça depuis longtemps. En plus en France, ça fait 100 ans qu'on attend ces JO d'été. Hein. La dernière fois c'était en 1924. Et donc là, ils comptent pas. Vraiment, c'est pas grave pour eux de mettre autant d'argent parce qu'ils considèrent que c'est quand même une compétition majeure et que c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et d'un autre côté, on a toutes les personnes un peu plus lambda, si je peux me permettre, avec un budget restreint, mais qui tout simplement vont tourner le dos à ces JO. Oui, malheureusement. Voilà, c'est ça. Ou alors, Ça va pas être ouvert à tout le monde, ça c'est sûr et certain. c'est sûr. Et en plus, et au pire, ils se tourneront vers des places moins chères ou du coup vers des épreuves qui ne les intéressent pas. En plus, les affiches n'ont pas été encore annoncées. Donc, pour l'instant, on a juste. Je sais que je vais voir, par exemple, un quart de finale de hand, mais je connais pas du tout encore Les équipes, oui, voilà, bien c'est sûr. ça. Donc, c'est un sentiment d'aléatoire contrasté, justement, enfin, ajouté avec les prix exorbitants et ça fait franchement grincer des dents beaucoup de monde. Mais on peut déjà payer des places pour des étapes importantes comme les demi-finales, les finales. Alors pour l'instant justement ça s'arrête au quart de finale. On peut D'accord. pas aller plus loin que les quarts de finale et donc voilà pour les demi et les finales ce sera après justement parce que je pense que les prix vont encore être ajustés avec Bah, la valeur de l'affiche qui va être et augmenter. voilà c'est ça. Si y a de l'intérêt ou pas sur cette Oui, affiche. j'imagine que forcément, si c'est deux grandes équipes deux grandes nations, qui sont retenues pour la finale, C'est les ça. prix vont être hallucinants. Bah oui, bien sûr que le CIO et le COJO vont en jouer jouer sur justement l'attente qu'il y a une finale ou une demi-finale et bien sûr que les prix vont encore monter et ils savent très bien à qui ils vont s'adresser à ce moment-là. Ambre dans le chat qui nous dit ça va retomber sur la France encore, c'est bête d'avoir fait ça, ils vont perdre des spectateurs. Oui, c'est vrai. Après, c'est pas un problème pour tout le monde non plus, parce que
à l'heure actuelle, donc ça fait la première session, donc elle a commencé lundi dernier, le 13. On a déjà 7 disciplines qui sont complètes. Donc on a l'escalade, le judo, le breakdance, le BMX, le triathlon, l'escrime et le skate. Pour ces disciplines-là, il est plus possible d'acheter de billets. Elles ont toutes été vendues donc dans la semaine qui a suivi. En plus, c'est les nouvelles. Enfin, alors breakdance, breakdance, skate, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on peut quand même voir un suscite attrait vers une population l'intérêt. un peu plus jeune et nouvelle. Et justement, donc ces places-là elles ont été vendues très rapidement. Et de sa part, le CIO, donc le Comité international olympique, ils ont publié un communiqué suite aux réactions qu'il y a eu sur le prix des places. Et ils ont dit qu'on pouvait quand même vivre ces jeux avec de belles rencontres, avec des places ne dépassant pas les 50 € dans plus de 15 disciplines. Et bien sûr, ce sont des disciplines... Quelles sont les disciplines justement Et ben voilà, en fait, c'est ça. C'est par exemple l'athlétisme, ça va être quelque chose d'hyper spécifique qui forcément D'accord. va intéresser moins qu'un 100 mètres ou qu'un relais 4 x 100 mètres. Et donc là, on parle vraiment de disciplines de niche un petit peu qui vraiment intéressent beaucoup moins de monde. Si par exemple, si je prends l'exemple du foot, le foot par exemple, il reste encore beaucoup de place. Parce qu'on peut très bien tomber sur un Nigeria-Croatie qui va intéresser personne, ou alors l'équipe de France. Okay. Et donc, c'est pour ça que les gens n'ont pas envie de dépenser de l'argent dans une affiche qui, ça se trouve, ils n'ont pas du tout envie de voir, en fait. Oui, parce qu'en plus, il y a des épreuves qui durent très longtemps aussi. C'est-à-dire qu'on prend sa place pour toute la durée de l'épreuve. C'est ça. Parce que quand on a le marathon, je crois qu'il est... Enfin, ça prend du temps. Heures, bien sûr, on a aussi l'épreuve de marche rapide qui prend énormément de temps. Le décathlon, c'est sur plusieurs... Alors le décathlon, c'est sur 2 jours. Ouais, c'est sur plusieurs jours. Du coup, on bloque une place pour 2 jours là. C'est ça. À ce moment-là, même pour le triathlon, ça prend quand même un peu de temps. Et donc là, on bloque toute une journée justement pour cette épreuve. Et donc la pilule, elle passe pas pour beaucoup de personnes, là, comme on voit. Pour la beauté de l'exercice, j'ai tenté de faire un panier qui me branche bien pour les JO, en prenant les prix les plus bas dispo pour chaque billet, et alors, à chaque on fois. demande, je sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que les prix des billets étaient moins chers pour les nouvelles disciplines comme le breakdance Alors ça, honnêtement, j'en ai aucune idée. Et celles qui sont arrivées l'année dernière à Tokyo, le BMX, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je pense que peut-être parce qu'ils se sont dit que ça intéresserait pas forcément grand monde, et c'est peut-être aussi à cause de ça, enfin grâce à ça qu'elles sont complètes et que c'était peut-être un peu moins cher parce que c'est moins des disciplines olympiques quand même, le breakdance, le BMX. Quand on parle Jeux olympiques, on pense pas à ces nouvelles disciplines. Et donc peut-être qu'ils ont basé justement un public jeune avec des prix plus abordables et c'est pour ça qu'elles ont été peut-être assez vite pris de court en fait. Et on nous dit c'est dommage de faire ça quand on attend 100 ans pour avoir de nouveau les JO chez soi. Ouais. Donc c'est vrai que là ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas eu de JO en France. C'est un événement aussi, c'est pour ça que tu disais qu'il y avait quand même des gens qui étaient prêts à débourser 1200 € par exemple pour aller voir 6 épreuves parce que c'est un événement assez exceptionnel. Et c'est dommage parce que ça contraste avec les propos des organisateurs qui disaient que ce seraient des jeux populaires, très accessibles. Et là, on voit que c'est totalement contrasté avec les prix des billets. Voilà, il reste encore des places à 24 €. On va réagiter des places à tous les tarifs. Donc ça, c'est le communiqué du CIO. Et donc, oui, à 24 €, mais ils savent déjà, très il faut bien. être sélectionné. Voilà, c'est ça. Ouais. Déjà, il faut être tiré au sort. Bonne chance, hein. Et même 24 € si on veut C'est voir. les Donc, Hunger c'est des packs de Games. 3. Donc, si on va avec un copain, c'est genre 50 €. Donc, c'est vite 150, 200, 300 € pour trois petites disciplines. Oui, entre on est guillemets. obligé par contre de faire ce pack-là. C'est ça. On Là, peut pas pour la prendre- première session, oui. Donc dans tous les cas, une place à 24 €, on peut pas prendre seulement cette place à 24 € Là, pour cette première C'est sélection. ça, le minimum là actuellement qu'on puisse acheter, donc c'est 24 x 3, donc 72 € si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça, donc voilà, le panier minimum actuellement disponible c'est 72 €. Donc finalement, on n'est pas du tout C'est auprès des 24 € Oui, qu'on c'est nous pour ça. annonçait. Oui. C'est ça. Moi, j'ai une question parce que je me dis là, on parle des Français, franciliens, enfin de Oui, tout le bien monde, sûr. quoi. Mais même les JO, je sais qu'à chaque fois, il y a Ah oui, beaucoup bien sûr, d'étrangers l'étranger, bien aussi, sûr, par c'est exemple. La billetterie. Ben oui, voilà, il y a le village olympique. Donc déjà, ces personnes, par exemple, quelqu'un qui vient, je sais pas moi, du Canada, il va payer son vol, il va payer C'est de ça quoi qu'il faut être ajouter. logé. Évidemment, Ça aussi, pour ça va leur quelqu'un qui revenir habite, hors de prix à eux aussi. Enfin, pour je un veux dire. francilien, comme tu disais, qui n'a pas du tout le Bah, pas. transport, le logement. logement à payer, 1200 € c'est déjà énorme. Mais bon, alors pour un ouais. passionné qui veut Ouais, voilà. quitter son pays, qui a été sélectionné et qui voit les prix au moment de l'achat, qui doit rajouter le prix du vol, du logement, exactement. De la nourriture, enfin de tout. Ouais. Tu te dis, Et après, bon, le voyage, ça va ça être le voyage double- pour les 5 prochaines années. Ça quoi. double, voire ça triple très facilement. Ouais. C'est ça. Ah ouais, non, Et ils donc, se justifient en c'est disant ça. qu'ils sont obligés de mettre des places à des tarifs gros, donc 670 € par exemple, pour compenser justement avec les places à 24 €. Sauf qu'ils savent très bien que ces places à 24 € ce sont Bah oui, mais si pas on du les tout les achète plus par prisés. plusieurs. Bah oui, c'est ça. Eh bien, merci Mathias pour cette Y a information, pas de même souci. si elle est un peu critiquée du coup, justement, Bah comme oui, tu nous l'expliquais. c'est ça. On va passer à notre débat du jour, la fin de vie en France. Débat pas très joyeux, mais important en ce moment parce qu'on arrive à la fin de la
convention citoyenne, on est dans la phase de délibération. Donc pendant 3 mois, pour vous expliquer, et ensuite on en débattra, pendant 3 mois, 184 citoyens ont été tirés au sort. Alors c'est indépendant de la nationalité, et on a essayé de mêler les catégories d'âge, socio-professionnel, le lieu de vie, le niveau de diplôme, pour essayer au mieux de représenter la France, tout simplement. Donc ces 184 personnes ont été sélectionnées pour discuter, débattre, et surtout répondre à une question. C'était une question qui a été posée par la Première ministre, Elisabeth Borne. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées, ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Donc ça, c'était la question qui avait été posée. Et on a eu un oui très majoritaire, à 75% à peu près. Donc maintenant, l'idée, c'est de savoir comment elle va évoluer. Est-ce que vous connaissez déjà un peu la législation en vigueur actuellement en France? Un peu. Oui, Paul. Oui. Paul C'est quoi connaît qui ça. régit un peu la fin de vie en France aujourd'hui? C'est- non. Il y a des lois autour de ça, ouais, c'est sûr. Et quelle loi, on va fait, dire, fait... Je sais que, par exemple, donc il n'y a pas tout ce qui est suicide assisté, mais quand une personne, elle est vraiment en fin de vie, je veux dire que voilà, ses jours, ils sont comptés, etc. On peut, selon, je crois, l'accord de la famille, en fait, arrêter le traitement, par exemple, arrêter d'alimenter la personne, etc. Et en fait, elle va mourir en quelque sorte naturellement, en fait, en coupant Alors, les... c'est presque ça. En Oui, gros, voilà, je sais qu'après, il y a des aujourd'hui, subtilités, en mais... France, c'est la loi Leonetti voilà, qui est vraiment cadre toute la fin de vie. Et ce qui se passe, c'est que si justement il y a une personne qui est atteinte d'une maladie incurable et que sa fin est comptée, en fait, imminente, ouais. est imminente et proche, et on ne peut pas l'éviter, la famille peut décider effectivement d'une sédation profonde. C'est ça on le mot, l'endort. sédation. Excusez-moi. Il me fait Confiance, s'il vous tousser plaît. en plus depuis tout à l'heure. Nantes nous rend malade. C'est Nantes, c'est ça qui me fait ces effets-là. Non, Oh je là suis là. pas du tout supporter de Nantes, et c'est pas du tout une fin de vie pour moi non plus. Ne vous inquiétez pas, vous aurez pas à vous poser ce genre de questions autour du plateau. Donc en fait, une sédation profonde, c'est-à-dire un endormissement tout simplement. Ouais, On va voilà. endormir le patient jusqu'à la fin de sa vie, mais on va pas mettre un terme à sa vie. Oui, voilà. Mais Et l'évolution qu'aimeraient les 184 personnes qui ont voté, ce serait justement d'avancer vers un accompagnement de la fin de vie. Bon, allez, je pose cette question et ensuite on arrête de parler de Nantes, ça va l'attrister. Question pour Mathias, y aura-t-il des gobelets EcoCup comme au stade de Nice, ou si oui, vous êtes récupérable? En gros, c'est fini pour toi. Oui, je pense. Non, mais je sais très bien de qui parle, et ça n'a pas de rapport avec la question, donc... Voilà. C'est la dernière question sur Nantes, sinon il va pleurer et il va devoir quitter le plateau. Donc Il va faire je une suis ITT. désolé. Donc par rapport à la fin de vie, parce que c'est le sujet du débat, donc la loi Leonetti a été votée en 2016 et le gouvernement avait annoncé cette convention citoyenne pour la faire évoluer. Mais est-ce que vous connaissez un peu le sort de la dernière convention citoyenne qui portait sur le climat? Non. Et ben ça a été favorable, hein. Ils ont tous été unanimes quasiment sur le fait qu'il fallait changer les choses. Exactement. Donc les citoyens qui avaient été sélectionnés étaient favorables, il fallait changer les choses, mais malheureusement, seulement 10% des propositions qui ont été données par les citoyens sélectionnés ont été prises par le gouvernement. Donc aujourd'hui, le gouvernement a dit qu'il y aurait vraisemblablement, c'est l'annonce ce matin du ministre, du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui annonce qu'il y aurait vraisemblablement un projet de loi, mais on n'est pas encore sûr, parce que pour éviter le même cas de figure qu'on a eu avec la Convention citoyenne de fin de vie. Donc, est-ce que vous connaissez un peu comment ça se passe en Europe aujourd'hui? Et ben sachant en fonction des pays, il y a des pays donc, comme la Suisse Ouais. ou l'Espagne où on peut, si on le souhaite, évidemment, Belgique aussi, je crois. ok, La s'y Belgique, rendre ouais. pour du coup mettre fin à ces jours de manière donc médicale. Mais il y a d'autres pays où franchement il faut encore que ça avance. Il y a des pays comme il y avait lesquels où ils veulent pas du tout. Alors, on est qui veulent pas du tout quoi déjà, Qui sont avant de complètement commencer le opposés. débat, est-ce que ce serait Ok. pas important de préciser comment on peut mettre fin à sa vie, c'est-à-dire l'euthanasie, Le suicide assisté. le suicide assisté. oui. Qui peut rappeler ce que c'est l'euthanasie déjà? Paul a pris des notes, je crois. Paul, je te vois Il a très bien- précis il a sur le bien tout sujet. noté. Je suis pas vraiment un spécialiste, mais l'euthanasie, je pense que c'est une piqûre en fait qui. C'est pas vraiment une piqûre, mais en tout cas, c'est Voilà, le c'est- médecin qui va donner la qui mort va au donner patient. La mort au patient. La ouais, mort c'est ça. médicale. En fait. Ouais, c'est Ok. médicamenté, Voilà, c'est je ça. crois. C'est une mort médicamenteuse. Ensuite, on a le suicide assisté.
Ici, c'est le patient qui peut se donner la mort lui-même. Et puis, on l'a dit du coup tout à l'heure, la sédation profonde, c'est ce qui est en vigueur en France. Ça, c'est très critiqué. Hein. C'est avec les médicaments ? La sédation profonde, oui, on t'endort en fait. C'est le but d'une sédation. Et donc, aujourd'hui, pourquoi justement la fin de vie est plutôt critiquée en France ? Pourquoi on aimerait avancer par exemple, on parlait de la surcharge des hôpitaux, ce genre de choses. Quels sont les arguments qui sont avancés pour faire avancer le cadre de la loi ? Je lève le dos. Moi, en fait, c'est plus... J'ai vu des témoignages récemment de filles, de patients, en fait, qui ont justement été... qui ont fait sédation en France et justement qui ont vivement critiqué le système parce qu'en fait, son parent, en fait, pour cette jeune fille, son parent, elle l'a vu dans des conditions atroces, en souffrance extrême. Et elle trouve qu'en fait, oui, certes, c'est le soulager, mais en fait, comment dire, en fait, on attend tellement longtemps avant d'endormir la personne qu'en fait, elle est déjà pratiquement morte dans ses souffrances, en quelque sorte. Elle l'a vu que, voilà, il était complètement assoiffé. Il y a des effets souvent, pas possibles. Le plus gros argument qui est avancé par les familles, c'est la souffrance, du patient. Qui malheureusement doit attendre sa mort pour les familles, ça impacte le patient, mais ça impacte aussi toute la famille qui donc veille un peu jour et nuit sur son proche, qui le voit dans des conditions complètement abominables. La jeune femme, elle parlait que son père, il était complètement desséché au niveau de... Il buvait plus, il mangeait plus. Au niveau de ses besoins, c'était pareil. C'était vraiment dans des conditions catastrophiques. Et justement, on en parle aussi par rapport à la surcharge des hôpitaux, etc. C'est très compliqué, justement, même s'il y a, on va dire, des secteurs, de s'occuper de ces personnes, vraiment, parce que ça, c'est des personnes qu'il faudrait s'occuper vraiment 24 heures sur 24, être tout le temps à leur chevet. Quoi. Je crois justement que tu t'es renseigné sur ce sujet, Paul. J'ai pas vraiment trouvé de chiffres exacts. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec la surcharge des hôpitaux, ce serait peut-être plus simple d'adopter donc cette technique pour tout simplement laisser de la place à d'éventuels autres patients. Alors, on le rappelle, aujourd'hui, l'euthanasie et le suicide assisté sont interdits en France, à la fois pour les médecins et pour les familles. Dans le cadre d'un médecin qui aurait recours à cette technique, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, la punition. Donc c'est cadré encore par la loi. Et on a, par contre, tu avais un chiffre sur le nombre de suicides assistés ou d'euthanasie illégale. Entre 2000 à 4000 euthanasies illégales en France. Chaque année. Chaque année, c'est ça. Donc voilà, 2000 à 4000, c'est quand même un chiffre conséquent. C'est assez conséquent et ça révèle justement l'enjeu de cette convention citoyenne. Donc à terme de cette convention citoyenne, il y aurait soit un projet qui est adopté, un projet qui est proposé par le gouvernement, soit un référendum directement en français. Donc si ces 184 citoyens représentent véritablement la France, normalement ce texte a plutôt pas mal de chances de passer, non ? Je pense. Franchement, il y a des moyens. Il y a toutes ses chances. Et puis c'est un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité. Ouais. On peut même faire des comparaisons avec ce qui se faisait avant sur l'avortement en France. L'avortement qui était interdit avant la loi Veil. Il y avait beaucoup d'avortements illégaux qui se faisaient dans des conditions qui n'étaient pas les bonnes pour cette intervention médicale. Et donc on peut faire la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même fou de se dire qu'il y a donc entre 5 et 10 personnes qui se font euthanasier chaque jour en France de manière illégale, pas du tout encadrée par un service médical et professionnel. Et donc l'argument il est quand même assez fort. Il faudrait que cette pratique-là soit encadrée justement pour limiter les risques, parce qu'on parle... là c'est quand même un sujet assez sérieux et il ne faut pas rigoler avec la mort. Donc c'est un sujet sérieux et surtout universel. Ça peut concerner n'importe qui à n'importe quel moment. Et justement, en parlant d'universalité, sur le cadre sur la prononciation des votants, soit pour le suicide assisté, on a 30 sur 150 votants, 30 qui pensent que le suicide assisté ou l'euthanasie devrait être autorisé pour toutes les personnes atteintes de maladies incurables ou provoquant des souffrances ou des douleurs réfractaires dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, mais surtout 60% qui y sont favorables sans que le pronostic vital soit engagé. Donc ça voudrait dire un droit total à décider de sa mort, et ça concerne à la fois les majeurs et les mineurs. C'est pour ça que c'est vraiment universel ce sujet-là. Donc évidemment, s'il y a un référendum, c'est un moyen pour que les Français s'expriment. Et notamment sur l'Alzheimer aussi, on a eu des cas avec des jeunes mineurs de 15 ans qui parfois décident de mettre fin à leur jour
Et ce serait vraiment utile du coup d'adopter la loi s'ils souhaitent mettre fin à leur jour de manière médicale. C'est surtout qu'il y a quand même un délai. Je veux dire, moi, ce que je trouve de bien dans ça, c'est que même si, par exemple, on le souhaite, il y a quand même d'abord des examens, etc. Enfin, il y a quand même un délai de réflexion. Alors évidemment, tu vas pas t'arriver comme ça, oui, bonjour. Enfin, il y a quand pour même... rappeler le sujet dont on parle, le suicide ou le suicide assisté surtout, c'est pour les personnes qui sont capables du discernement. Voilà. Donc si la personne n'est pas capable de réfléchir elle-même, de décider de sa mort, évidemment, elle n'est pas dans les conditions du suicide assisté. Et c'est ce qui est déjà le cas en Suisse, par exemple, où le suicide assisté est autorisé. C'est uniquement pour les personnes qui peuvent choisir en fait leur mort. Si c'est des personnes qui sont dans des états qui ne le permettent pas, elles ne sont pas concernées. Mais en plus, je me rappelais, je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage d'une dame qui avait 74 ans. Et elle s'appelait Jacqueline. Oui, et en fait, elle voulait à tout prix, avant ses 80 ans, je sais plus, mais ça remonte à il y a quelques années, mais elle voulait à tout prix, en fait, pas mourir vieille, mais dans le sens où elle n'avait pas envie d'être complètement dépourvue de tous ses gestes, etc. Elle voulait être encore active, et si elle voyait qu'elle allait, par exemple, tomber malade ou quoi, je veux dire, elle avait envie, donc elle avait bloqué une date, elle avait dit, je veux mourir à 76 ans, et je l'ai décidé. Et je crois que en Suisse, par exemple, on peut choisir de la date parfaite de sa mort. Et je crois justement que j'avais vu, parce que c'était Hugo Clément à l'époque qui l'avait interrogé, et je crois qu'elle avait passé le cap et quelques années plus tard en Suisse. Écoutez, je crois que je vais devoir couper l'émission malheureusement parce que nous avons été trop longs sur ce débat. Juste pour rappeler pour terminer le débat, donc concernant la Convention citoyenne, elle a donc la majorité 75% est pour une avancée de la loi et maintenant tout est dans les mains du gouvernement. Soit ils peuvent proposer un référendum, soit un projet de loi. On fera peut-être un quiz sur Instagram pour vous, pour que vous puissiez quand même participer à la compétition. Nous départager. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu vous le partager à cette fin d'émission. On a dû raccourcir l'émission. Mais ça a été très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vous accueille quand vous voulez. Vous pouvez venir à cette émission et j'espère que je vous retrouverai autour du plateau. Et j'espère que vous pourrez être en lice pour la compétition dans le chat. C'est sûr. On vous remercie aussi. Vous avez été très actifs. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, merci.